Bonjour à tous, bienvenue sur Userland. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de vie privée et de cloud. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à, avec nos smartphones, de prendre énormément de photos qui viennent remplir nos smartphones. Et la plupart des fournisseurs de smartphones, Apple, Google, proposent de charger vos photos gracieusement dans leur système. Donc, Google Photos, on parle de photos pour Apple. Et vous avez un quota limité. Donc vos photos vont arriver là-dedans, elles vont remplir tout ce qu'elles peuvent. Ce qui va être fortement suggéré par Apple, en tout cas, c'est d'étendre à coût de 5 francs l'espace de stockage. Alors vous me direz, c'est pas bien cher pour les photos que vous voulez partager avec mamie. Ça, c'est un des premiers problèmes, c'est le coût. Le deuxième, c'est la sécurité. Donc on charge ces photos dans des clouds qui sont dits publics, protégé normalement par votre compte avec un mot de passe plus ou moins sécurisé. Hein, on a vu récemment beaucoup de gens célèbres se faire pirater leur compte iCloud et puis se faire exposer leurs photos. Quelle serait l'alternative finalement? Je vous pose la question parce que j'ai un ami qui se lance dans la photo. Il m'a toujours semblé qu'un des arguments de vente, en tout cas pour la photographie, c'est la garantie du respect de la vie privée. Savoir que une photographe a capturé des instants des vies privées, de ma vie privée ou de ma famille, et que cette personne prenne soin de ces informations. D'accord? Et justement, j'aimerais fournir une solution qui garantit cet aspect-là et qui crée une indépendance vis-à-vis des clouds publics. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui maintenant, c'est créer ensemble, à partir d'un Raspberry Pi, de nouveau, un cloud privé basé sur Nextcloud qui va permettre finalement de stocker jusqu'à 5 Tera de photos avec sauvegarde, accès distant sécurisé pour les clients. Et puis voilà, aussi simple que ça. C'est parti. Ok, voilà le matériel qu'il faudra acquérir. Donc, pas absolument le même, hein, je vous mettrai les liens dans la description. Ce qui est de façon obligatoire, c'est le Raspberry Pi qui est là. Une carte SD pour stocker le système de base. Un boîtier, alors j'en ai pris un peu plus solide, on va voir ça ensemble. Et puis un disque dur externe assez rapide pour supporter les échanges avec le Raspberry. Et assez large pour pouvoir devenir intéressant. Donc celui-là, c'est un 5 Tera. Normalement dédié aux jeux vidéo, c'est quelque chose qu'on va plutôt brancher sur une Xbox ou une PlayStation. Donc je vous propose qu'on ouvre un peu ce boîtier et puis je vous montre un peu ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est un boîtier typiquement qui a plusieurs usages. Moi je l'aime bien parce qu'il y a un ventilateur qui est intégré. Il a une pâte thermique que j'ai déjà rajoutée là. Donc je l'ai ouvert fermé, hein, ça explique pourquoi c'est un peu bizarre comme ça. Il est également capable de proposer des connexions sur le haut du capot avec toutes les petites connectiques du Raspberry avec les labels. Ça c'est vraiment bien fait. Et puis un petit bouton qui est derrière pour faire power off le reboot avec un script qui a téléchargé sur le site du constructeur. Donc je vous mettrai les liens dans la description. Donc avant toute chose, il faut utiliser leur petite extension en fait, qui va permettre de ramener tous les connecteurs derrière le Raspberry. D'accord, que tout soit en fait disponible derrière. Alors c'est vraiment spécifique à ce boîtier, hein. C'est pas toujours comme ça. Voilà qui est chose faite. Donc on va insérer ça là-dedans. Dans ce sens-là. Avec les pins en premier, là justement, les petits connecteurs. Hein, vous voyez, ceux-ci qu'il faut mettre en premier sans les écraser et on pousse doucement. Voilà, tout est en place. Alors il y a deux types de vis, des courtes et des longues. Les courtes, ça va être pour tout ce qui est sur tout ce qui est là. Voilà. Donc il y a un petit mode d'emploi qui est bien fait, hein, de Argonne, qui permet de comprendre exactement où mettre les vis, si jamais vous avez un doute. Voilà, encore
Alors au cas où vous poserez la question, le ventilateur est très silencieux. Moi j'en ai 2 qui tournent, c'est argon, j'entends rien. Donc la dernière vis courte, elle vient devant là. Je crois, je ne suis pas trompé. Et les longues... Oups, pardon. Les longues, elles viennent pour fermer le boîtier. Voilà. Voilà. Donc la petite encoche, c'est pour la carte SD. Hein. Donc on a 4 vis. Voilà. Voilà. Et voilà. Bien sûr. Et voilà. Donc la carte SD, c'est une Evo Plus de Samsung. On va installer le système ensemble et puis on va démarrer pour installer tous les packages. Donc, le plus simple, hein, c'est de télécharger l'image de Raspberry Pi, qui s'appelle Raspi OS maintenant, de le brancher sur la télé et d'activer la connexion distante SSH. Il y a d'autres méthodes, je vous mettrai les liens, vous pouvez regarder. Ça reste quand même le plus simple et le plus rapide. Voilà, donc ça fait quand même une belle boîte, plus ce boîtier-là. Voilà, ça c'est le stack cloud privé 5 Tera moderne. Ok, alors j'ai branché le petit dongle USB avec la mini carte SD dans un des ports USB de l'ordinateur. Je vais sur le site de Raspberry, c'est celui qu'on voit à l'écran. Donc ici dans Software, Raspberry Pi OS, on va pouvoir accéder au système d'exploitation. Alors il y a différentes versions. Il y a une version full, complète, avec un bureau, des logiciels recommandés, le bureau tout seul ou une version light. Donc nous, ça va être un serveur, on n'a pas besoin de bureau. On n'a pas besoin du bureau. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai téléchargé l'image qui était juste mise à jour là, en début décembre. Vous pouvez aussi cliquer ici sur le... Ils ont un imager qui fonctionne sur Windows, Mac ou Ubuntu, qui va vous permettre facilement de configurer tout ça. Nous, on va le faire rapidement à la main, ça prend pas trop de temps. Aujourd'hui, les images Raspberry, elles arrivent sans l'accès distant activé. Ça veut dire que vous devez après le brancher sur une télé, puis l'activer vous-même avec un clavier, ou alors monter l'image et puis mettre un petit fichier SSH. Ça, c'est la configuration expliquée dans la documentation Raspberry. Pour faire ça, je vous recommande plutôt de brancher sur une télé avec un clavier externe. Et voilà, ça prend quelques minutes. On va déjà écrire l'image. Alors, sur mon BSD, je vais faire un DD. Le fichier source, c'est le Raspberry qu'on a là. C'est un fichier IMG. Et on va écrire... Je regarde juste mes commandes. C'est un DA0. Voilà, je vous mettrai les commandes, hein, vous inquiétez pas. Est-ce que ça marche sur BSD? Je ne sais plus. Voilà, donc il y en a pour à peu près 3-4 minutes. Je vous retrouve dès que c'est fini pour la suite. On va désactiver quelques services supplémentaires déjà au prochain reboot. Est-ce qu'on peut faire ça?
sudo vient etc mode prob.d et on va créer. Est-ce qu'on a ici il y a déjà un blacklist? Ok. Donc on va désactiver carrément les interfaces. Le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc ils seront plus disponibles finalement pour Raspberry. Maintenant au niveau du disque, donc j'ai déjà branché le disque dur externe. Voilà. Donc on cherche à identifier le nouveau disque que j'ai branché. D'accord. Donc on a ici dans le MMC bloc 0 la petite carte SD de 30 Go. Et on a ici, on le voit ici, le Western Digital Black 5 Tera SDA. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser. Est-ce que je peux faire un F? Parce qu'il faudra le formater, on ne peut pas y aller fleur au fusil. SDA. Ok. Donc voilà, donc c'est l'interface en ligne de commande Fdisk. On va appuyer sur M pour vous montrer l'aide. Donc on va pouvoir créer une nouvelle table de partition, le couper en petits morceaux, éventuellement le disque, et puis le formater. Donc on va utiliser la totalité des 5 Tera d'un bloc, en une seule partition. Donc de mémoire, c'est celui-ci. Voilà, donc on va faire une partition toute simple. L'idée c'est que si par malchance le disque si par malchance le Raspberry Pi implose, on peut toujours accéder aux fichiers qui sont stockés sur le disque depuis un autre ordinateur. Il suffit de le débrancher et de le rebrancher dans un autre. D'accord. C'est bon. Donc on a un nouveau disque label, c'est fantastique. Voilà, donc normalement on peut faire un new. Donc numéro de la partition, on va prendre la première. Il propose un default one. Le premier secteur dans lequel il va pouvoir écrire, il propose le 2048, je suis content. Et puis le dernier secteur, donc on va prendre toute la taille du disque, d'accord, on s'embête pas trop. Voilà. Donc il a créé une nouvelle partition de type Linux. Super, on écrit avec W, de des signatures. Oui, vas-y. Vas-y. Ok. Est-ce qu'il peut nous montrer ce qu'il y a print disponible? List known partition type. Non. Print the partition table. Voilà. On y est. Donc on a bien le SDA1. Il est beau, il est propre. Mais il est tout nu. Donc maintenant on va le formater. Pourquoi j'ai mis un L moi? Ouais. Pourquoi j'ai mis un L? Ah oui, parce que on peut donner un label plutôt que le numéro du device et l'appeler avec "-l". Et puis moi j'ai donné le nom du device, l'identifiant du device plutôt que le label. Donc le L ne sert à rien. Voilà, voilà l'explication. Ok, ça a l'air bien. Est-ce qu'on peut faire un sudo? On va créer un répertoire qui s'appelle external. D'accord, à la racine ici. Et on va modifier. Il appartient à root. On le voit, ça, mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut. Que le processus web puisse écrire dans ce répertoire-là. Bien. Oh. Ok. Donc, si je vais ici,
On a le répertoire qui a été créé et le disque est monté. Bien. Par contre, quand la machine va s'éteindre ou vous allez tirer la prise du disque, hein, il ne sera pas monté automatiquement. Ce qu'on peut faire, en revanche, hein, c'est créer, profiter que ce soit systemd qui gère les nouveaux Raspberry. Je suis pas fan, mais voilà, faut faire avec. Dans système, il n'existe plus. Ah oui. On va lui créer un truc qui s'appelle mntexternal.service. Non, .mount, pardon. Donc c'est un service spécial. Il va forcément le monter, ou en tout cas essayer. On va lui donner. Je mets ça de côté. Là. Voilà. On va le faire un peu plus propre. Mount unit for data, d'accord. Donc tu dois monter. Je vais lui donner le disque. C'est du X4. Plus besoin. Allons-y. Dev, disque, by label. Qu'est-ce qu'il dit? On a un boot et un rootfs. Est-ce que j'ai pas créé de label? Ok. C'est pas grave. On peut faire un blk id, output full. Qu'est-ce qu'on veut? On veut le UU ID. Et voilà. C'est ça. Donc on va revenir ici. Et on va lui dire ce qu'on veut monter. On veut monter cette ID là. Ça on peut l'enlever. Dev disk by UUID. Donc si je vais regarder dans dev disk by UUID, je retrouve normalement le E71 et finit par D 96. Ok, c'est propre. Voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire? Comme on a modifié le système CTL, on va lui demander de charger ça. Daemon reload. Et normalement, on peut lui faire un enable mnt external.mount. Il l'a trouvé. Il l'a activé. Et on va le démarrer. Bien. C'est parfait. Voilà, donc ça finissait l'étape 2. La configuration du Raspberry Pi avec le disque dur externe configuré. Donc la troisième étape, c'est les services externes. Donc quand je dis services externes, c'est un DNS dynamique éventuellement, si vous n'avez pas de nom de domaine. C'est les backups externes. Alors il y a différentes possibilités pour les backups externes. Il y a typiquement du Backblaze ou Tarsnap. Je ne sais pas encore maintenant ce qu'on va utiliser. Je vais déjà... Ça c'est bon. Ce que je vous propose, c'est d'aller directement à l'étape Nextcloud. D'accord? Puisque finalement ces services-là, les autres, on les fera au fur et à mesure.